projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage au cœur du Rwanda, où l'histoire des veuves du génocide nous rappelle la résilience humaine face à l'adversité. 30 ans après la tragédie qui a marqué leur nation, découvrez comment ces femmes courageuses ont réussi à transformer leur douleur en espoir. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Parmi les stylistes congolais invités au plus grand défilé de mode, elle se distingue par son choix remarquable de mettre en valeur le raffia dans ses créations. Lucrèce Pouna est notre invitée du jour. Nous travaillons beaucoup sur des matières naturelles, notamment le raffia, et aussi sur la transformation des matières. Elles sont courageuses et n'ont pas peur d'affronter les pires défis. Ces femmes rwandaises ont créé une association pour reconstruire leur pays. J'ai rencontré les membres d'Avega et elles m'ont aidé à m'accepter et à continuer à vivre. Le Rwanda est à la pointe du recyclage et ne cesse d'innover. La preuve, cet entrepreneur fabrique des meubles et des objets de la vie courante avec des pneus usagés tout en créant des emplois. Aujourd'hui, on ne jette ni ne brûle les vieux pneus. Avec l'innovation qui consiste à en faire différentes choses, c'est un matériel précieux. Direction le Rwanda, où les femmes qui ont survécu au génocide, mais qui ont perdu leur mari, s'unissent autour d'une association appelée Avega. Alors que le pays commémore les 30 ans du génocide, ces veuves s'unissent pour aider les victimes à surmonter leur traumatisme et à les réconforter tout en trouvant des solutions pour subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'elles souhaitent contribuer à la reconstruction du pays. Un reportage d'Alexandra Vépierre à Kigali, au Rwanda. C'est entouré d'une myriade de chefs d'État de tous les continents que le gouvernement rwandais a commémoré le 7 avril les 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. Pendant 3 mois, 1 million de personnes ont été tuées, sans compter les millions de déplacés, de veufs, veuves et orphelins. Créée au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis, l'association des veuves du génocide Avega a participé à la reconstruction du pays. Fondée officiellement en janvier 1995, c'est dès le mois d'août 1994 que des veuves de Kigali ont commencé à se réunir pour se réconforter, trouver des moyens de subvenir à leurs besoins et prendre soin des orphelins. Si elles étaient 50 lors de la fondation de l'association, elles sont passées à 25 000 membres en quelques années. Quand les soldats ont arrêté le génocide, tout le monde était traumatisé. Moi aussi, je n'avais pas envie de vivre. J'ai rencontré les membres d'Avega et elles m'ont aidé à m'accepter et à continuer à vivre. Dans la coutume rwandaise, c'est le mari qui était le chef de la famille. Devenir le chef sans être préparé était dur pour les veuves. Nous avons collectionné beaucoup d'enfants sans abri. Alors que nous aussi, nous n'avions pas d'abri. On s'est dit, on ne peut pas faire ça seul, sinon on devient folle. Alors, on a pensé à former une association. Avega a commencé à œuvrer dans l'urgence. Grâce aux aides du gouvernement, de bienfaiteurs et de leurs propres fonds, elles ont traversé tout le pays pour aider les veuves des autres districts. Elles ont aussi participé à la création de centres de soins et de maisons pour les veuves les plus démunies. Enfin, elles ont redonné une activité aux femmes pour les aider à aller de l'avant. On devait apprendre à ces veuves à travailler, à créer des projets et surtout à travailler ensemble. Parce que travailler ensemble, c'est une thérapie. Il y a un projet qui se trouvait en province de l'Est. Les femmes l'ont appelé « Rions encore »,« Sourions encore », parce qu'elles ne faisaient que pleurer. Mais quand elles se sont réunies pour travailler, ça a été une thérapie. Aujourd'hui, Avega continue de panser les plaies liées au génocide. Les veuves aident les victimes sur le plan socio-économique, juridique et médical. Le sida est notamment une des grandes conséquences du génocide.
Durant cette période, près de 250 000 femmes ont été violées et selon les études menées par Avega, 66% de ces femmes ont été contaminées par le sida. Avega a alors construit 3 cliniques au Rwanda pour aider les malades. Celle de Kigali accueille une quarantaine de patients par jour. Ils viennent en général pour prendre les médicaments. Mais au rendez-vous, on fait le screening des problèmes mentaux. S'ils ont des problèmes mentaux, on les oriente au service de santé mentale, nous l'avons ici. Et puis, ils peuvent venir prendre les médicaments, mais étant en mauvais état nutritionnel. Il y a aussi une aide nutritionnelle pour les gens qui ne trouvent pas de quoi en manger. Depuis sa fondation, Avega a aussi beaucoup œuvré pour la santé mentale. Avec le vieillissement de ses membres, l'association a constaté des rechutes traumatiques chez les plus âgés. Un centre d'appel propose un numéro gratuit pour recevoir une aide psychologique. Les psychologues organisent aussi des groupes de parole. Alors, nous organisons les groupes, nous les appelons les groupes thérapeutiques dans les différents districts. Et aujourd'hui, nous avons 16 groupes thérapeutiques. Parfois, ce sont des groupes homogènes, soit les personnes vivant avec le VIH, provenant du génocide. Aujourd'hui, nous avons aussi des enfants descendants des rescapés du génocide qui souffrent de maladies mentales comme traumatisme, la dépression. Mais nous avons aussi des groupes de ces genres d'enfants. Aujourd'hui, Avega encourage ses membres à écrire leurs souvenirs pour participer à la mémoire commune. L'association de veuves travaille sur un livre pour les 30 ans d'Avega, une œuvre de mémoire pour que le courage de ces femmes ne soit jamais oublié. Né au Congo-Brazzaville, Nukresh Puna a conquis le monde de la mode avec ses créations audacieuses et son amour pour le raffinement. En tant que styliste et créatrice de mode, elle a réussi à se faire un nom avec sa marque Creches. Notre journaliste Brice Kinou est allé à sa rencontre à Pointe-Noire. Madame Nukresh Puna, vous êtes une styliste et créatrice de mode d'origine congolaise. Alors, quand et comment est née cette passion pour la mode? Alors, quand et comment est née cette passion pour la mode? Alors, je me souviens encore, c'est à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le talent, notamment du design, donc du dessin. Je me souviens que c'était, je crois que j'avais une amie qui faisait un dessin et j'ai voulu refaire le même dessin. Mais moi, quand j'ai refait, j'ai fait un modèle avec une tenue. À partir de là, est née cette passion pour la mode. En 2016, vous avez créé votre propre marque de vêtements intitulée Creches, qui met en valeur le raffia. Parlez un peu de votre marque et pourquoi portez-vous votre choix sur le raffia? Déjà, savoir qu'est-ce que ça signifie Creches. Donc, Creches, ça a 2 volets. Donc, le premier volet, justement, qui vient de mon prénom, Nukresh, qu'on peut retrouver, parce que je voulais qu'il ait mon identité derrière cette marque. Et le deuxième volet, c'est création de richesse. Pourquoi création de richesse? Parce que, avant tout, c'est vrai qu'il y a la richesse donc, financière, mais aussi parce que je pense qu'on a beaucoup de talents en Afrique, surtout au Congo, on a beaucoup de talents, beaucoup de potentiel, et le but c'est de développer ces talents. Donc Creches, c'est là, le but c'est de développer ces potentiels et ces talents. Creches, c'est une marque de vêtements qui propose une gamme de tenues originales et élégantes, et ces tenues sont, on va dire, on a du prêt-à-porter, du sur-mesure et de la haute couture. Voilà un peu, et nous travaillons beaucoup sur des matières naturelles, notamment le raffia, et aussi sur la transformation des matières. Voilà. Mon choix porté sur le raffia, alors ça vient d'un amour de l'Afrique, parce que je trouve que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources, beaucoup de richesses. Et quels sont vos objectifs avec la marque Creches?
Les objectifs avec la marque Créchesse, c'est en premier, je dirais que c'est déjà s'imposer sur le marché national et qu'on consomme Créchesse. Ça, c'est déjà le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que Créchesse devient une marque reconnue au niveau international. C'est vrai, on a déjà eu à faire des événements internationaux, mais aujourd'hui, on parle de devenir une référence. Voilà, donc Créchesse devient une référence en tant que marque congolaise, parce que c'est du Made in Congo, donc que ce soit vraiment une marque reconnue à l'international. Et troisièmement, pardon, c'est arriver à faire à nouveau accepter, à faire porter au quotidien le raffia. Parce que c'est notre textile, c'est notre patrimoine culturel, et on perd au fur et à mesure on perd ce patrimoine-là, on est en train de le perdre. Quel est le défi auquel est confrontée votre marque de vêtements? Le défi auquel est confrontée la marque de vêtements, c'est qu'un peu plus, j'ai dit que c'est de faire aujourd'hui accepter les gens de consommer local. Le défi, c'est ça, parce que nous, on ne consomme plus local. Ça veut dire que quelqu'un, c'est plus simple pour lui d'aller acheter bon marché. Et quelqu'un d'autre aussi, parce qu'il a ses moyens, il va préférer prendre une grande marque que Créchesse qui est en train de se développer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça le défi que Créchesse rencontre. C'est que c'est difficile de le consommer localement, d'autant plus qu'on utilise le raffia. Vous êtes aussi responsable de la marque de bijoux Mademoiselle Puna. Quelle est sa particularité? Mademoiselle Puna, c'est simplement, encore une fois, mon nom. Et comme c'est un nom ethnique, un nom de famille ethnique, et ça représente, ça représente l'esprit du concept des bijoux. Voilà. Et donc, ces bijoux sont faits à partir des matières naturelles, donc notamment le raffia, comme toujours, le raffia. Et Mademoiselle Puna est née en plein Covid, en 2020, pendant que tout le monde était bloqué à la maison. À ce moment-là, Mademoiselle Puna est née. Je me souviens que j'ai fait le premier bijou. Le premier bijou, j'ai posté sur un statut. J'ai tout de suite vu les clients qui voulaient. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils savent que c'est du raffia? J'avais peur. Mais je me suis dit, ok, je vais livrer. Je suis allée livrer la première boucle d'oreille. Et quand la première cliente, elle a vu la boucle d'oreille, elle s'est dit, waouh, mais c'est magnifique. Et là, je me suis dit, oh là, ok, donc on peut accepter le raffia. Et c'est à partir de là que ça a vraiment pris de l'ampleur, parce que de plus, les clientes aimaient. Et les clientes proposaient deux fois d'autres modèles. Elles peuvent regarder un modèle et disent, mais est-ce que moi, je veux quelque chose de particulier avec ça ou avec des coloris? Et c'est ça qui a fait que ça puisse développer plusieurs produits aujourd'hui, plusieurs gammes plusieurs collections, je vais dire. Et donc, ces collections sont vraiment, le but, c'est ce que ça ressorte l'unicité, l'authenticité de chaque femme. Les bijoux Mademoiselle Puna sont destinés à quel public? J'ai envie de dire à tout le monde, mais non, pas à tout le monde. Pourquoi pas à tout le monde? Parce que ces bijoux sont vraiment destinés à des femmes, des jeunes femmes, comme des femmes audacieuses, des femmes qui osent. Parce qu'on sent et on le sait que ces bijoux sortent de l'ordinaire. Et donc, du coup, c'est des femmes qui s'assument. Des femmes qui n'ont pas peur d'oser, comme j'ai dit. Des femmes qui s'assument, des femmes qui veulent de l'originalité. Donc voilà, les bijoux sont destinés à ces femmes-là. Oui. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
Souvent désigné comme le fer de lance de l'écologie en Afrique en raison de son engagement exemplaire dans ce domaine, le Rwanda, pionnier en Afrique dans l'interdiction des sacs plastiques, est résolument engagé dans la préservation de l'environnement et la promotion du recyclage. L'industrie de la transformation des pneus suscite l'intérêt des entrepreneurs, à l'image de Jean de Dieu Kamana, à la tête d'une entreprise qui fabrique des chaussures et du mobilier à partir de pneus recyclés. Découvrez ce reportage de Tébistocle, Azikimana à Kigali. Qui aurait imaginé qu'un esprit créatif et un dévouement à l'industrie des sièges de maison ou des vases à fleurs pourraient faire la différence dans la façon dont un pays traite les polluants? C'est exactement ce que fait l'atelier de Tsinda Business Group avec les vieux pneus. Une entreprise de transformation originale et très utile au Rwanda où le taux de recyclage de déchets est d'à peu près 12%. Aujourd'hui, on ne jette ni ne brûle les vieux pneus. Avec l'innovation qui consiste à en faire différentes choses, c'est un matériel précieux. Nous les collectons et les mettons dans un stock pour les vendre. Avant, c'était un véritable problème pour trouver un moyen de s'en débarrasser, mais maintenant, nous en faisons un véritable business comme de l'or. Bienvenue dans l'atelier de Tsinda Business Group qui transforme les pneus en chaussures, sièges de maison et de bureau, vases à fleurs, mais aussi articles ménagers. L'entreprise a été créée par Kamana Jean de Dieu en 2017 et emploie aujourd'hui plus de 17 personnes. L'idée est venue de l'ancienne profession du fondateur qui consistait justement à vendre de pneus. L'idée de fabriquer différentes choses à partir de vieux pneus m'est venue parce que je voyais des vieux pneus partout. Et j'ai pensé que c'était un matériel qui pouvait être exploité au lieu d'être brûlé ou jeté dans la nature. Souvent, les gens me rendaient visite au travail et aimaient s'asseoir sur les vieux pneus que je vendais. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de fabriquer des chaises et d'autres choses à partir de ces pneus. L'atelier de Jean de Dieu Kamana peut fabriquer environ 15 paires de sièges en une semaine. Le prix d'une paire de chaises est d'environ 50 à 100 $, tandis que d'autres articles comme les vases de fleurs peuvent coûter entre 4 et 6 $ la pièce. Ces chaises sont uniques, du design à la peinture. Chaque client trouve son bonheur ici. Maintenant, je peins des chaises commandées par un militaire, donc ces chaises seront peintes comme l'uniforme militaire, comme il le souhaite. Nos couleurs sont attrayantes, avec des formes traditionnelles. Ainsi, nos produits sont uniques et très appréciés par notre clientèle. Cette innovation a permis à certains jeunes d'échapper au chômage qui semble en constante croissance parmi une grande partie de la population. J'ai commencé ce travail quand j'étais encore étudiant. Après l'école, je venais travailler ici et cela m'a permis de financer la fin de ma scolarité. C'est le travail qui me plaît en ce moment. Je ne suis plus une charge pour la famille. Au contraire, je contribue à aider mes frères qui sont encore à l'école. L'atelier de Kamana veut faire la concurrence avec des immobiliers importés et vendus à un prix élevé. Quand je vois tous ces gens issus de classes modestes qui ne peuvent pas s'offrir des meubles coûteux, je me dis qu'il est de ma responsabilité de leur fournir des matériaux qu'ils peuvent mettre dans leur ménage et qui leur permettront de vivre comme les autres. Cela m'encourage à innover encore plus, sans parler de ma contribution à la protection de l'environnement. Cette initiative a permis à de nombreuses personnes de la classe moyenne qui, par exemple, ne peuvent pas s'offrir les sièges importés coûteux qui coûtent plus de 2000 $, d'obtenir des chaises longues confortables. Leur produit peut être repéré dans de nombreux quartiers et foyers et ils font la différence. Leurs produits sont artistiques. Il y a une différence avec d'autres matériaux vendus ailleurs en termes de résistance et de confort. Donc, j'étais intéressé. J'ai été attirée par les couleurs. Une fois qu'ils sont placés dans la maison ou dans le jardin, c'est vraiment agréable. Au niveau du design, ça rend vraiment bien. De plus, le prix est abordable pour tout le monde.
Le Rwanda Environment Management Authority, REMA, estime que le volume quotidien de déchets solides municipaux se situe entre 1800 et 2000 tonnes et que seuls 12% d'entre eux sont recyclés. Cette initiative a permis d'épargner à l'environnement des tonnes de pneus usagés qui finiraient entassés dans les garages et aggraveraient la pollution. Le REMA mène un combat acharné pour trouver une solution durable pour ces déchets. La gestion des vieux pneus est aussi compliquée que celle des autres déchets solides. Nous nous y attaquons en collaboration avec les parties prenantes, les municipalités et d'autres institutions amies avec lesquelles nous travaillons. Other friendly institutions we are working with, we are advocating for Nous plaidons en faveur d'un traitement et d'une gestion correcte de nos déchets, our waste, being solid waste, being qu'il s'agisse de déchets solides, de pneus ou de tout autre déchet pouvant être une source de pollution atmosphérique au contact du feu. Nous essayons de nous assurer qu'ils sont éliminés de l'environnement. Grâce aux efforts de Tsinda Business Group pour réduire ces déchets dans le pays, la combustion de pneus usagés, qui est la principale cause de l'émission de polluants atmosphériques nocifs, a été considérablement réduite. Le gouvernement rwandais s'est fixé comme objectif d'augmenter le taux de recyclage des déchets solides non organiques à 40% d'ici 2030. Nous retrouvons Nukresh Puna qui nous permet de plonger dans son univers et d'explorer ses inspirations, ses défis et ses triomphes. De la préservation du patrimoine culturel congolais à la redéfinition des normes de la mode africaine, son influence se retrouve à travers sa marque. Regardez. Depuis la création de vos marques, vous avez participé à plusieurs fashion shows au Congo et à l'international. Lesquels vous ont marqué? J'ai participé à jusqu'ici à plusieurs événements. Alors, 3 m'ont marqué. Particulièrement, 3 m'ont marqué. Donc, le premier événement, c'est celui où j'ai lancé ma première collection. C'était un dîner de gala. Et c'est cet événement-là, justement, qui a vraiment un peu lancé la marque. Donc, cet événement m'a marqué parce que on me mettait la pression, mais tu portes toi-même. Ok, tu nous dis que tu vas lancer la marque, mais quand est-ce que tu lances la marque finalement? Et là, je me souviens, c'était en novembre, 2016. Et là, je me suis décidée, j'ai dit, ok, je vais faire une collection. Et quand j'ai fait la collection, j'ai présenté la collection, j'étais juste émerveillée de voir le retour que ça pouvait avoir. Donc, le deuxième événement, c'est celui que j'ai fait l'année dernière à Brazza, Brazza Fashion Week. C'était la première fois, c'était ma première participation à Brazza. Et quand je vais au départ, j'ai trouvé que c'était l'événement, je me disais, cet événement, est-ce que j'aurais dû venir? Mais finalement, le jour même de l'événement, la soirée, j'étais dans les loges et j'entendais juste du bruit. Et ça comme ça. Et puis, je demande à des collègues qui étaient là, j'ai dit, mais pourquoi les gens font du bruit à l'extérieur? On me dit, mais c'est ta collection? J'ai dit, non. J'ai dit, ah ouais, les gens font du bruit à cause de cette collection. Et ça m'a marqué parce qu'après cette collection, j'ai vu comment, non, c'était la première fois que je sois vraiment autant célébrée. Que voilà, on va dire que toute la collection elle soit vraiment appréciée, qu'elle soit célébrée. Et j'ai vu des personnalités qui étaient là courir dans les loges avant que l'événement ne finisse pour venir me voir et passer leur commande. Et le troisième événement, c'était aussi celui de l'année dernière au Gabon. C'était un événement caritatif. C'est que j'étais la plus jeune des stylistes et la moins connue. Et donc on arrive, vous êtes généralement au milieu des personnalités des plus grands. On laisse les grands devant et tout. Et ils étaient surpris de voir le soir même le travail que je pouvais faire. Quel regard portez-vous sur la mode africaine? La mode africaine, déjà que moi je suis vraiment une pro-africaine, je vais dire ça comme ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques années, on était beaucoup plus tourné sur la mode occidentale, tout ce qui pouvait venir de l'Occident. Depuis quelques années, voilà, on voit un peu une Afrique qui se réveille en termes de mode. Alors que l'Afrique, comme j'ai dit tantôt, qui regorge de beaucoup de richesses, beaucoup de talents et de potentiel,
qui commence aujourd'hui à se réveiller dans le milieu de la mode. On voit des créateurs africains qui commencent à s'imposer au niveau du marché occidental. Alors, je peux dire que la mode africaine est en train de prendre son essor. Et surtout, c'est de voir le potentiel, de voir la créativité que l'Africain peut avoir, les designers africains peuvent avoir. Aujourd'hui, la mode africaine est en train de se réveiller. On veut dire qu'elle est en train de prendre son élan. Et je peux rajouter que ça nous rassure pour demain. Parce qu'on sent que demain, la mode africaine va vraiment s'imposer. Vous avez participé à la dernière édition de la grande messe congolaise de la mode, Carrousel international de la mode. Que retenez-vous de cette participation? Personnellement, de mon côté, j'étais satisfaite de pouvoir voir les nouveaux talents. De voir les nouveaux talents, surtout les tops des tops. Il faut dire que ce sont des personnes qui ont été choisies, qui ont été des lauréats il y a quelques années, mais qui n'ont pas lâché prise. Ça veut dire que ces personnes ont travaillé, ces personnes se sont améliorées. Et donc, les voir ces designers présenter leur collection après qui s'est peut-être gagné depuis 2018, 2017, par là, 2020, on s'est dit waouh, c'est que vraiment personne ne lâche quoi. On est en train de partir quelque part et tout. Et aussi c'était vraiment une bonne convivialité parce qu'on a eu ces créateurs qui sont venus de l'extérieur, c'est grand dans le milieu. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Actuellement, on travaille sur 3 projets. Donc, le premier projet, c'est le lancement du showroom, donc de l'atelier du showroom, qui normalement doit voir le jour définitivement en disant d'ici la fin de l'année maximum. C'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est qu'on est en train de travailler sur des nouveaux concepts des vêtements comme des bijoux. Parce que quand on essaie un peu de faire l'analyse, de pouvoir nous revoir, on se rend compte que beaucoup, c'est vrai, c'est le raffia, mais beaucoup n'adhèrent pas forcément toujours le concept du raffia tel qu'il est fait maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des nouveaux concepts qui peuvent attirer d'autres personnes qu'on n'a pas encore touchées, le marché qu'on n'a pas encore touché jusqu'ici. Et le troisième projet, on fait tout pour pouvoir s'imposer au niveau de l'international. Donc, notamment, on va un peu plus loin au niveau des événements cette année. Donc, on fera un peu plus d'événements cette année et des événements en dehors de l'Afrique. Voilà. C'est ça les 3 projets sur lesquels on travaille actuellement. Merci beaucoup, madame. C'est moi. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Nukresh Puna ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.